Jadis, les livres avaient mission d'éclairer, voire d'illuminer. Tous formulaient une exigence de justice et de vérité. Vinrent des siècles où le livre qui était le seul autorisé sous les cieux d'Occident ne servit plus qu'à masquer l'injustice d'un pouvoir absolu dont les mystifications religieuses étaient complices. Il s'ensuivit une révolte qui s'exprima par dizaines, puis centaines et milliers d'autres livres. L'imprimerie, l'édition, l'espace public, ouverts aux visions critiques, furent les moyens de contredire l'idéologie dominante. Aujourd'hui, l'industrie du verbe imprimé remplit à nouveau la vieille fonction publicitaire et propagandiste au service d'un système d'oppression, le clergé médiatique épousant la noblesse financière pour éterniser l'absolutisme du marché. Des millions de publications militairement soumises à la tyrannie de Capitotal ne servent plus qu'à occulter le sens des véritables livres que nul ne lit plus. C'est hors l'enclos totalitaire du marché qu'est donc rendu public, dans un exemplaire unique, cette mythographie qui rouvre l'interrogation de Lévi-Strauss: pourquoi, depuis des millénaires, les hommes ont-ils passé une telle part de leur temps à inventer des mythes, c'est-à-dire, au fond, des histoires qui n'ont ni queue ni tête? Bismillahi Rahmani Rahim. Ces trois mots de la culture arabo-musulmane, j'aimerais qu'ils se trouvent en fronton de cette soirée, qui peuvent être traduits librement par « Bonne fête à tous ». Et s'il y a une personne qu'il faut ici féliciter et applaudir, c'est mon vieux camarade Michel Wotos, notre hôte, qui peut être considéré ce soir comme le seul éditeur important en Belgique. Avant chaque naissance, il y a une mort à franchir. Avant chaque voyage, il y a une mer à traverser. Comme avant chaque jour, il y a une nuit à dépasser. Cette mort, cette mer, cette nuit d'attente avant une hypothétique aurore à venir, c'est l'histoire d'Ariako. Qu'est-ce qui subsiste d'éveil après la vie d'un homme? Demande ce livre, sinon quelques rêves. Traverser les ponts. Une voie dans le canal, c'est franchir l'écran de lumière au fond d'une caverne intérieure. Et l'abîme s'ouvre-t-il en toi? Quel gouffre te sépare-t-il de celui que tu croisais? En lequel retentit pourtant le cri de ta victime? Dans cet intime ghetto, peu importe qui vient te prononcer. Ah oui, Babelouba de Ritembo. Ce cri demain pourra s'entendre comme l'ultime prière du barbare sur la copole en ruine de ce qui fut une civilisation. Peu importe aussi qui vient de lancer cet autre cri, imitant la voix d'un célèbre rocker. On a tous quelque chose en nous de Guantanamo. Oui? Moi, c'est...
séjour en Union soviétique. Et alors? Leurs services m'ont recruté. Bravo! Bravo! Mais en quoi cela me concerne-t-il? J'ai parlé comme un nom de camp de Bayouk. Donc, écho du royaume des ombres, c'est Homère et Joyce. Donc, mais alors évidemment, c'est chaque fois, ce n'est que des dialogues. Non, 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 mais c'est l'effet pas d'être non, c'est un Écho au royaume des ombres. La descente aux enfers est la même d'où qu'on vienne. Bien dit, ma descente a toujours été bonne. Hadès est de tous les dieux celui que les mortels haïssent le plus. Ah, vu que de son royaume, on ne revient jamais, sauf pour quelques exceptionnelles missions. C'est deux coupes à récupérer. Du plus pur au Richal. Le métal précieux des Atlantes. Dites-moi donc, pourquoi vous avez quitté votre île natale? Comme vous, mon cher, pour chercher l'infortune. Mon île, quant à elle, communiquait directement avec l'autre monde. C'est vrai, j'avais oublié votre île. Une île minuscule, non loin de l'Anatolie. Sa lumière me manque. À moi me manque aussi la lumière irlandaise. Alexandre fit explorer votre Hespérie comme une hypothèse de l'Atlantide. Anatolie, Atlantide. Il resterait à créer sur ce thème quelques mythes. C'est ici que vient mon autocritique. Je veux dire, celle de Jean-Louis Lippert par Anatole Atlas. L'alter ego n'aurait-il pas raison d'insulter son scribe si celui-ci manquait au devoir d'enchasser une histoire aussi peu crédible dans le cadre d'un roman tant soit peu lisible? Car celui-ci ne l'est pas. Voyez un peu ce gueux de 54 ans, sorti d'une double décennie de combats tragiques, à peine délivré des camps et des marches forcées dans le désert de Benghazi, auxquels étaient réduits les résistants communistes grecs par le monde libre et démocratique, rencontrer sur l'île de Paros une jeune et très belle fille d'armateur qui le drague et l'emmène sur le yacht de son père vers Cuba, où elle rencontrera celui qui deviendra le père du scribe de cette histoire. Voyez comme, entre Cyclades et Caraïbes, jaillit alors un éclair élucidant l'histoire humaine depuis la guerre de Troie. Non, je ne vais rien dévoiler. Sinon que la mère du scribe vécut avec la Haide une aventure amoureuse ayant uni la fée au dragon, dont les séquences illuminèrent l'arbre entre branches et racines duquel se tissa la parole de l'Aide mort. Tout à coup, je prends peur. Se pourrait-il que nos temps aiguisent des terreurs telles que les terrorise l'ombre de celui qui fut, à travers les siècles, un enchanteur? Auquel cas, tous mes personnages auraient raison de me chasser pour n'avoir pas été capable de leur offrir un abri romanesque plus confortable que ce foutoir où le seul critère fut la liberté du créateur. Je disposais bien des matériaux pour la bâtir, cette citadelle imaginale où les intrigues se fussent déployées selon des codes publiables, mais il en eût coûté le double de papier. C'est dire s'il ne faut pas espérer se repaître ici des ingrédients habituels aux jeux vidéo, séries télévisées ou romans conventionnels, et si l'on peut craindre de trouver plutôt dans cet agliaco des aliments prohibés par le marché. Je me résigne donc à ce que ne soit peut-être lu par aucun contemporain ce modeste incunable dont, pour la raison même de ma faiblesse,
la postérité sera seule juge. Merci.